avec le titre de ce webinaire, donc HPI multipotentiel, comment redevenir un entrepreneur à succès, et le re est entre parenthèses. Ok, ça marche. Oui, donc le oui, c'est, j'ai compris que vous voyez bien la présentation. Parfait. Donc pourquoi entre parenthèses le re? Parce que pour certains, pour certaines, c'est une première, on va dire, votre projet de création d'entreprise. Donc vous vous interrogez sur la réussite, sur le succès de cette première aventure entrepreneuriale. Et pour d'autres, ce n'est pas la première. Et donc voilà, je sais que ça n'a pas forcément été toujours facile dans vos expériences passées et vous avez envie que ça le devienne. Et c'est ce dont on va parler ce soir. Alors, en même temps que je vous parle, j'essaye de basculer au menu de ce soir avec une belle fusée. Alors, pourquoi cette fusée? Parce que, comme vous le savez, mon entreprise s'appelle Apollo Conseil et j'ai cette passion pour l'exploration spatiale. Voilà. Et d'une certaine façon, j'ai envie de vous aider à faire décoller votre fusée demain. Alors, au menu de ce soir, on va parler d'abord des atouts des entrepreneurs HPI, ou plus exactement des atouts qu'ont les HPI pour entreprendre. Parce que oui, vous avez beaucoup d'atouts pour entreprendre, et c'est là-dessus aussi qu'il va falloir pouvoir s'appuyer. Deuxième sujet, on va parler des zones aveugles des entrepreneurs HPI, c'est-à-dire ce qu'ils ne voient pas, ce qui les empêche finalement, malgré leur grande agilité, ce qui les empêche finalement de s'adapter à un contexte entrepreneurial et de faire réussir leur contexte entrepreneurial. Et puis enfin, je parlerai de quelles clés pour devenir un entrepreneur HPI à succès. Alors, s'il y a d'autres personnes qui sont arrivées, je leur souhaite la bienvenue et je vous redis que n'hésitez pas à utiliser le système de questions-réponses pour mettre vos messages, vos questions et j'essaierai de suivre au fur et à mesure, en même temps que je parle, vos questions et d'y répondre au fil de l'eau. Ce sera beaucoup plus sympa, beaucoup plus interactif. Voilà. Que dire de plus? Donc, effectivement, je vous ai mis dans les messages et je pense que vous avez dû pouvoir y avoir accès. Alors, excusez-moi, j'ai un petit souci. Voilà, j'arrête le partage, je repars dessus. Je vous ai mis dans les messages le lien vers mon agenda pour celles et ceux qui le souhaitent. Donc, n'hésitez pas pendant la soirée également à prendre rendez-vous. Alors, aurons-nous les documents? En fait, vous aurez le lien vers le replay et donc au travers du replay, d'une certaine façon, vous aurez accès à toutes ces diapos, bien entendu, sachant qu'une bonne partie de ce qui est important, c'est aussi ce que je dis, hein. Je n'écris pas tout ce que je dis, heureusement, ça aurait un côté certainement un peu lassant pour vous tous. Alors, je voudrais commencer, avant d'attaquer par les atouts des entrepreneurs HPI. Alors ça, c'est une photo de moi dans les années, ouais, il y a une vingtaine d'années, un peu plus même, en 2001, donc il y a 23 ans. Et pourquoi je veux commencer par une anecdote personnelle? Vous le comprendrez à la fin. Et cette anecdote, en fait, c'est un petit peu raconter ce qui s'est passé dans ma vie professionnelle avant d'entreprendre, avant de devenir indépendant. Et vous allez comprendre, une fois que j'aurai fini cette anecdote, en quoi ça peut vous éclairer pour vous-même. Alors en fait, moi, dans ma carrière, j'ai eu des parents qui étaient instituteurs, donc j'étais un pur produit du système scolaire. On pourrait dire même que j'ai été parfaitement adapté, je me suis parfaitement adapté au système scolaire. J'ai fait une formation d'ingénieur. Après ma formation d'ingénieur, je suis rentré dans un groupe automobile, PSA pour ne pas le nommer, qui est devenu Stellantis. Et PSA, pour moi, c'était à la fois un grand groupe, donc c'était la passion de l'automobile, la passion de la complexité d'un grand groupe, mais en même temps, c'était rassurant pour moi. Donc, d'une certaine façon, c'était assez opposé, assez antinomique avec l'entrepreneuriat. D'ailleurs, PSA, à l'époque, quand je suis rentré dans l'automobile, on appelait ça la grande famille. Et plus tard, moi, j'ai appelé ça le fonctionnariat du privé. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'était éloigné de l'entrepreneuriat. Donc, quelque part, un petit cocon rassurant, même si c'était quand même assez enthousiasmant. C'était, on pourrait dire, une belle carrière de commencer 10 ans dans l'automobile. Et puis, peu avant de quitter l'automobile, donc au bout de 10 ans, j'ai commencé, donc c'était en 97, j'ai commencé à me former au pilotage d'avion. Et le pilotage d'avion, eh bien, sans entrer dans le détail, c'est un apprentissage où vous devez sans cesse prendre des responsabilités, vous devez prendre des décisions, et des fois des décisions
on pourrait dire dans l'urgence. Je vais prendre l'exemple de l'apprentissage de l'atterrissage sans moteur. Eh bien, vous prenez des décisions rapides qui engagent votre vie. Et ça, eh bien, cet apprentissage-là a été un déclic pour moi, pour ma confiance en moi. Mais pour autant, alors j'ai pris en fait un virage professionnel à ce moment-là, mais pour autant, ça n'a pas été suffisant pour me donner des envies entrepreneuriales, en tout cas pas suffisamment fortes à ce moment-là. Et donc j'ai quand même quitté PSA et l'automobile à ce moment-là. D'ailleurs, beaucoup de mes amis, de ma famille me regardaient avec des yeux ronds, me disaient, mais pourquoi quitter la proie pour l'ombre, entre guillemets, en se disant, bah, c'est génial cette carrière dans l'automobile. Et j'ai pris en fait un virage à 90 degrés. J'ai pris la direction d'un établissement d'enseignement supérieur privé. Alors, d'une certaine façon, je dis souvent, les chiens ne font pas des chats. Mes parents étaient dans la pédagogie, dans l'enseignement, et quelque part, je pense que j'avais un peu ça en moi. J'ai pris ce poste-là, mais en même temps, j'avais une forme d'autonomie en tant que directeur de cet établissement, et en même temps, j'étais rassuré par le fait que c'était un établissement qui était rattaché à une chambre de commerce. Et je me disais, ouh là là, comme ça va être très rassurant, une chambre de commerce. Alors, je connaissais pas bien le monde de la chambre de commerce, mais il n'empêche que je trouvais que c'était encore assez rassurant. Voilà, je surveille en même temps vos questions et vos commentaires. Je vais être assez court quand même sur cette anecdote. Et en 2005, au bout de 5 ans où j'étais directeur de cet établissement d'enseignement, eh bien mon DG m'a dit, bah, écoutez Cyril, ça marche bien, on va vous proposer un autre poste. Moi, à cette époque-là, je me posais tous les jours la question de qu'est-ce que je ferais au coup d'après, et franchement, j'en avais aucune idée. J'étais un peu dans le brouillard. Et donc, je me suis laissé porter par les événements et j'ai pris la direction d'un autre pôle qui était le pôle entrepreneuriat et innovation. En gros, mon travail consistait, avec une équipe de 30 ou 40 personnes, à accompagner des entrepreneurs ou des nouveaux entrepreneurs, des créateurs d'entreprises, à créer leur entreprise, à la développer, mais de la façon la plus fiable et qui soit, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de disparitions d'entreprises dans les 5 premières années. À peu près 50% d'entreprises disparaissent. Donc mon job à moi, c'était de faire en sorte que ce taux de fiabilité soit bien meilleur. Donc j'ai beaucoup appris, évidemment, c'était passionnant. Et en même temps, j'avais jamais moi-même créé. Donc c'était assez amusant de se dire que j'encadrais des conseillers de créateurs d'entreprises, alors que ni mes conseillers ni moi-même n'avions créé. Mais en même temps, je voyais bien au travers de cette expérience que j'avais sans doute pas grand-chose de moins que tous ces créateurs d'entreprises qui, pour beaucoup, réussissaient. Alors donc en même temps il y avait une forme d'attraction, mais il y avait en même temps une forme de peur, de me dire mais est-ce que je suis fait pour ça? Est-ce que je suis capable de réussir? Et puis donc j'ai accompagné des centaines d'entrepreneurs, de créateurs d'entreprises, et vraiment je me disais au bout d'un moment mais quand est-ce que ça va être à mon tour? Et puis, parallèlement, en 2001, j'ai intégré un groupement de dirigeants qui s'appelle le CJD, Centre des jeunes dirigeants, qui est un mouvement apolitique, mais qui aide aussi les dirigeants à progresser dans leur pratique et à réussir. Et donc là, c'est pareil, je me disais, j'apprenais plein de choses, et en même temps, je me dis, mais dans le fond, tout ça, il y a beaucoup de choses que je sais déjà, je suis certain que je pourrais réussir. Et j'osais pas encore, je me sentais pas encore assez prêt. Il m'a fallu encore 10 ans, arrivé 2015, avant de commencer à me poser la question. Euh, et encore, en quelque sorte, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été contraint de franchir le pas puisque on m'a licencié. Alors, j'ai probablement tout fait pour être licencié à cette époque-là. Je crois que j'étais plus en phase ni avec les valeurs, ni avec le fonctionnement d'une CCI qui était un peu sclérosée, un peu trop politisée à mon goût. Et donc, voilà, j'ai dû remuer un peu trop dans les brancards. On m'a viré. Ça a certes pas été facile, mais en réalité, ça a été une grande chance pour moi. Et j'y reviendrai un petit peu après parce que je crois que pour certains, pour certaines de HPI, eh bien, il leur faut cette espèce de déclic ou cette contrainte finalement pour oser se lancer et réaliser qu'ils sont capables, qu'ils ont cette capacité-là. Alors là où je voulais en venir en fait dans cette anecdote personnelle, c'est que vous vous rendez compte qu'il m'a fallu des années puisque j'ai créé finalement à 50 ans. Et alors que j'avais vraiment cette espèce de petite graine en moi, cette petite voix qui me disait, tout en étant très éloigné de l'entrepreneuriat, mais j'ai envie de faire, ça m'attire cette aventure. Donc,
Cette histoire, c'est vraiment pour vous expliquer à quel point on peut parfois perdre des années et des années juste parce que on n'ose pas, parce que on se sent pas prêt, parce que on se sent pas compétent, parce que parfois aussi le projet part dans toutes les directions et que on se dit mais lequel je vais lancer en premier, lequel va fonctionner, pour lequel je suis fait, etc., etc. Et puis j'en passe et des meilleurs, mais aussi bien évidemment, est-ce que je vais être capable de vendre? Ai-je vraiment envie de vendre? Est-ce que j'ai vraiment envie de me vendre? Donc voilà, cette anecdote pour vous faire prendre conscience à quel point on peut perdre du temps, on peut s'empêcher d'aller vers le succès juste parce que on n'ose pas essayer, se mettre en situation. Et puis aussi parce que les HPI ont une autre caractéristique, ils ont tendance à s'adapter aux autres et ils finissent par ne plus avoir conscience de leurs différences. Et donc ça, c'est leur zone aveugle, c'est-à-dire que ça les empêche d'être pleinement performants en tant qu'entrepreneurs. Voilà. Et puis, il y a une autre dimension aussi qui me semble importante de signaler, c'est que les HPI ont tendance à tout savoir faire par eux-mêmes, sauf qu'à un moment donné, prendre conscience justement de leurs différences, prendre conscience qu'ils sont prêts, eh bien ça, ils ont beaucoup plus de mal. Donc ça, c'est vraiment on va dire, une zone aveugle sur laquelle je vais revenir un petit peu après. Voilà, en même temps que je parle, je vous redis, n'hésitez pas à poser vos questions et vos remarques. Alors, les atouts des entrepreneurs HPI, ben, il y en a beaucoup en fait. Le premier, c'est qu'ils sont très autonomes. Non seulement c'est une aptitude naturelle chez les HPI à être autonomes, puisque justement ils sont capables de faire plein de choses par eux-mêmes, mais en plus c'est une valeur qui est profondément ancrée en eux. Donc du coup, comme ils ont besoin de cette autonomie, eh bien c'est assez naturel qu'ils vont aller vers l'entrepreneuriat parce que qui de plus autonome qu'un entrepreneur? Même si d'une certaine façon, on a une forme de dépendance avec nos clients, parfois avec nos actionnaires, avec nos salariés, mais malgré tout, on ne peut pas avoir plus d'autonomie que quand on est entrepreneur d'une certaine façon. Enfin, je le crois. Deuxième qualité qu'ils ont, c'est qu'ils ont l'esprit responsable. Je vous parlais tout à l'heure de cet apprentissage de l'avion. Eh bien, pour moi, il est assez emblématique de cet esprit responsable. Quand on est à bord d'un avion, euh, on a cette espèce de sensation que à chaque acte que l'on prend, eh bien, on doit assumer les conséquences de ces actes. Je tourne le manche à droite. Si je j'arrête pas de tourner le manche à droite, mon avion va se mettre sur le dos et puis va vite piquer du nez vers le sol. Donc évidemment, pour moi, c'est très emblématique de ce qu'est être responsable. Euh, et je crois que les HPI sont comme ça, ils assument pleinement leurs actes. Ils ont cette tendance à être vraiment pleinement responsables et ne jamais vouloir reporter ni la cause ni la faute sur les autres. Ils ont aussi, ils aiment la liberté et ils ont besoin de liberté. Et donc, là encore, quoi de mieux entrepreneur ou qu'être indépendant pour avoir de la liberté, même si, encore une fois, cette liberté, elle a des limites, on est bien d'accord. Mais malgré tout, même nos clients, on est capable de les choisir. Et ça, j'y reviendrai un petit peu après. Autre qualité qu'ont les HPI, c'est qu'ils sont ultra adaptables. Je dirais même c'est des champions de l'adaptabilité, des champions de l'adaptation. On pourrait parler de caméléons hein, d'une certaine façon. Et ils sont donc en progrès continu. Alors, il y a une question. Christophe, le besoin de se sentir responsable et aux commandes fait sortir du comportement moyen adopté pour s'adapter. Je ne sais pas si c'est une question ou une affirmation, Christophe. Est-ce que le fait de se sentir responsable et aux commandes permet d'éviter d'être dans l'adaptation? Peut-être, c'est possible. Parce que d'une certaine façon, c'est vrai que quand on est dans une forme de dépendance à un manager, eh bien, c'est vrai, je crois que ça nous entraîne aussi, ou ça entretient, c'est vrai, une forme d'être dans le fait de suivre les autres et du coup d'être dans l'adaptation aux autres. Peut-être, oui, c'est possible. J'y avais pas forcément exprimé les choses de cette façon-là, mais je suis assez d'accord. Annie qui pose une question. Selon vous, quel est le pourcentage d'HPI dans le monde du travail et autour de nous? Alors, là, c'est très clair. Hein, les HPI, si on les mesure au travers du QI, c'est 2,3%. Et je dirais, c'est par construction, puisque en fait, on définit le HPI comme étant les 2,3% de la population qui ont plus de, qui ont les QI supérieurs.
En fait, moi, quand je parle de HPI, je parle aussi en général, de mode de fonctionnement. Et là, pour le coup, et j'en ai pas parlé jusqu'à présent dans ce webinaire, mais il n'y a pas d'études scientifiques qui démontrent que 100% des HPI ont ces modes de fonctionnement que je décris dans mes webinaires et que 100% des gens qui ont ces modes de fonctionnement que je décris dans mes webinaires sont HPI. Là, c'est beaucoup plus flou. Mais par contre, mon expérience m'a montré que 95-98% des personnes qui viennent me voir et qui ont ces modes de fonctionnement, parce que c'est au travers de ce sujet qu'ils viennent me voir, eh bien oui, en général, ils sont soit HPI ou alors très fortement colorés HPI, ou s'ils n'ont pas été déclarés HPI de façon homogène, ils le sont peut-être de façon hétérogène, mais avec quand même des colorations assez fortes. Alors, par contre, dans le monde du travail autour de nous, j'ai envie de dire, ils sont partout, les HPI, hein, Annie, et ils sont répartis de façon complètement homogène. Moi, je constate qu'il n'y a pas plus dans les dirigeants. Alors, peut-être qu'il y en a un petit peu plus dans les entrepreneurs et les indépendants, mais les dirigeants d'entreprises un peu structurés, pas forcément plus. Il n'y en a pas forcément plus non plus dans les hautes strates, de la hiérarchie. Euh, il n'y a pas d'études scientifiques là-dessus, donc je parle avec mon expérience, hein, donc je parle avec beaucoup de prudence, mais mon expérience m'a montré qu'ils sont absolument partout, dans toutes les strates de la population, dans tous les métiers, artisans, et parfois ils se cachent aussi dans des métiers qui peuvent sembler assez basiques. Donc méfiance, le HPI, encore une fois, est très caméléon. J'ai la sensation d'être incomprise alors que je suis sûr qu'il y en a d'autres. Je les vois. Ah oui, bah ça, c'est probable. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que Annie, vous avez donc du coup une forme de capacité de recul justement sur ce sujet. Alors je reprends hein, ce que j'étais en train de... Sur les atouts de l'entrepreneur HPI. Oui, ils sont ultra adaptables en progrès continu, ils sont des champions d'adaptation, ils adorent apprendre, donc voilà, forcément, ils sont capables de se remettre en cause. Or, la remise en cause est absolument fondamentale pour un entrepreneur qui a besoin de s'adapter à un monde qui bouge en permanence. Ça, c'est vraiment une grande qualité euh, que probablement n'ont pas naturellement toutes les personnes. Autre qualité qu'ont les HPI, ils sont polyvalents. Alors polyvalents, c'est-à-dire qu'ils sont capables de s'adapter à différents métiers, à différentes parties de leur métier d'entrepreneur. Or, un entrepreneur, il doit d'abord connaître son marché, il doit être un innovateur, il doit construire une offre, il doit donc être un peu un créateur, il doit être capable d'être un gestionnaire, il doit être capable d'écouter ses clients. Il est un véritable chef d'orchestre, hein. Il doit aussi inventer son offre. Il doit produire son offre, il doit la mettre en œuvre, il doit être un planificateur et un organisateur, évidemment. Et ça, d'une certaine façon, le HPI, même s'il n'aime pas forcément toutes ces dimensions-là, il a quand même une capacité à apprendre. Et je dirais même que quand il s'appuie, par exemple, sur un expert comptable pour la partie qui est vraiment spécifique et qui ne connaît pas bien, eh bien, il doit avoir cette capacité d'adaptation à des experts de différents niveaux, de différents métiers. Et ça, c'est vraiment une aptitude naturelle chez le HPI. Il doit être évidemment créatif et innovant. Encore une fois, il doit se remettre en cause, mais il doit aussi remettre en cause son offre personnelle. Et pour ça, il est très doué. Je dirais même qu'il a tendance peut-être à l'être un peu trop des fois. Ça part dans le foisonnement. Alors, je surveille en même temps les questions. Oui, mais épuisant, on est bien d'accord, Fabienne. Il doit être visionnaire. Alors ça, il est visionnaire particulièrement. Je dirais même que bien souvent, il se rend pas compte à quel point il a des visions, il a des intuitions qui sont pertinentes. Alors c'est un sujet que je développe beaucoup dans d'autres webinaires. Je vais pas forcément m'étendre trop ce soir pour respecter le timing. Je regarde en même temps ma montre. Mais véritablement, c'est un visionnaire. Donc il est capable d'anticiper les mouvements de son marché, peut-être des fois un peu trop. Et c'est là-dessus que je vais revenir un petit peu après, c'est qu'il est très souvent avant-gardiste, un peu trop avant-gardiste, et il s'en rend pas toujours compte.
Il est très réactif, il est plus rapide que la moyenne. Et donc, quand il y a, on va dire, quelque chose qui se passe, je vais prendre l'exemple du Covid. Quand le Covid est arrivé, enfin, je connais quelques entrepreneurs HPI qui ont eu cette extraordinaire réactivité et être capables de pivoter dans leur business et des entreprises de 50 salariés. Donc, ça, c'est pour moi, c'est vraiment la grande, grande force du HPI. Qu'il est capable de faire pivoter son entreprise à toute vitesse et d'embarquer ses équipes là-dedans en disant c'est là qu'il faut aller parce que si on ne va pas là, ben en fait mon entreprise s'arrête. Franchement, j'ai l'exemple d'une entreprise dont je nommerai pas le nom, mais en fait il était dans l'organisation d'événements salons physiques. Donc du jour au lendemain, avec le Covid, il n'y avait plus du tout de salon physique, c'était terminé. Il a fait faire un virage à son entreprise. Il a quasiment pas eu de perte de chiffre d'affaires. Mais rendez-vous compte que s'il n'avait pas eu cette aptitude-là, son entreprise s'arrêtait du jour au lendemain. Donc ça, c'est quand même un exemple extraordinaire. Marc, au sujet de l'autonomie et du besoin de liberté, les HPI ont-ils souvent des soucis relationnels avec les chefs qui font du flicage ou qui cassent leurs idées innovantes? Alors, évidemment, j'en parle pas trop ce soir parce que je parle plutôt de vous, Marc, en tant que entrepreneur, mais non, clairement, enfin, un HPI s'adapte très mal avec un manager qui est dans le micromanagement, hein, pour employer un terme un petit peu à la mode et qui est beaucoup trop dans le contrôle. Non, enfin, un HPI a besoin de liberté aussi en tant que salarié, hein, en tant que salarié, c'est évident. Un entrepreneur HPI aussi, il est exigeant et donc performant. Il est exigeant vis-à-vis de lui-même. Quand il crée son entreprise, il va commencer un peu seul. Il va s'entourer peut-être aussi de gens exigeants avec lui. Et donc, ça, c'est un gage de performance, hein, d'être plutôt exigeant. Alors, il ne faut pas être trop exigeant, bien sûr, mais au départ, c'est quand même une grande qualité. Il a aussi une forte sensibilité. Il n'y a pas d'études non plus qui prouvent ça, mais on constate qu'une grande majorité, une immense majorité des HPI sont aussi plus sensibles que la moyenne. Et cette sensibilité, eh bien, ils l'appliquent à leur captation de signaux faibles sur leur marché. Et enfin, quand ils sont managers, quand ils vont commencer à recruter, eh bien justement, ils vont être des managers plutôt bons, favorisant l'initiative, favorisant l'empowerment. Alors, j'ai un autre webinaire à ce sujet-là que je fais assez régulièrement, tous les 3 4 mois, sur les zones aveugles du manager HPI, mais je ne vais pas en parler ce soir. Globalement, ce sont plutôt des managers qui favorisent l'initiative et donc qui favorisent, j'allais dire, la progression de leurs salariés. Alors, c'est quoi les zones aveugles de l'entrepreneur HPI? Pourquoi j'ai mis cette image de bonimenteur? Ben parce que la première zone aveugle des entrepreneurs HPI, c'est qu'ils ont du mal à se vendre. D'une certaine façon, ils sont complètement à l'opposé de ce bonimenteur. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont peut-être une image de la vente à l'image de ceux qui sont les plus caricaturaux. Peut-être qu'ils sont pas forcément, ils sont peut-être très exigeants quand ils achètent eux-mêmes, et donc quand ils sont exigeants, eh bien, ils ont horreur des vendeurs un peu classiques qui vont leur faire la retape. Ils vont sentir tout de suite l'espèce de discours tout préparé, tout prémâché, dont ils ont horreur, et du coup ils se disent, mais mon Dieu, faut surtout pas que je ressemble à ça. Donc il y a ça, il y a le fait qu'ils ont horreur de se mettre en avant. Et donc, quand on est entrepreneur et qu'on démarre son entreprise, vendre son service, ça revient à se mettre en avant, à se vendre soi. D'une certaine façon, c'est la vente de sa propre personne qui va contribuer à vendre son service ou vendre son produit même, hein, j'ai envie de dire, même pour ceux qui sont dans les produits, c'est vous-même qui faites que vous allez réussir à vendre votre produit. L'autre point qui est important, c'est qu'ils ont bien souvent le sentiment d'imposture et très très fréquemment, parce que ça c'est un sujet qu'on aborde dans tous les coachings que je fais, c'est un manque d'estime d'eux-mêmes. Ils ne le reconnaissent pas forcément de prime abord, ils n'en ont pas forcément toujours conscience, mais le manque d'estime de soi est absolument clé, centrale chez pratiquement tous les HPI. Et quand on manque d'estime de soi, comment voulez-vous qu'on réussisse à vendre sa prestation si on considère que déjà soi, on n'a pas suffisamment de valeur? Vous voyez, il y a vraiment un lien très très fort là, hein, dans cette question-là.
Alors, il y a une question en même temps. Voilà, Christophe qui dit exactement, et je suis agent commercial, c'est un défi continuel. Ben oui, évidemment. Donc on verra bien que travailler sur son estime de soi, c'est une des clés, hein, évidemment, pour surmonter cette zone aveugle. Alors en plus, c'est une zone aveugle parce que, bien sûr, ils ont une conscience qu'ils ont du mal à vendre ou qu'ils n'aiment pas vendre, mais en même temps, parfois, ils n'ont pas forcément conscience quand ils se disent, OK, je vais me mettre à vendre, ils se rendent pas compte de l'impact qu'ils ont en tant que vendeurs vis-à-vis de leurs clients. Et ça, je vais y revenir après. Alors, autre zone aveugle de l'entrepreneur HPI, c'est qu'ils ont tendance, oui, pardon, ils ciblent mal leurs prospects. Voilà. En fait, ils se rendent pas compte que, alors déjà, première chose, c'est peut-être une volonté d'équité, d'universalité, mais ils ont envie de vendre à tout le monde. Euh, Quelque part, c'est peut-être aussi, moi je crois, mais c'est une supposition que je formule, vous pourrez réagir par rapport à cette supposition. Je pense que c'est quand ils vendent à beaucoup de monde, c'est une forme de revanche sur la vie au fait qu'ils sont tellement incompris de 95% de leur entourage qu'ils se disent qu'en réussissant à vendre à tout le monde, eh bien, ce sera comme si enfin ils étaient compris de ces fameux 95% de personnes dont ils sentent bien que la connexion ne se fait pas. Euh, Ils ont aussi un esprit en arborescence, donc ils se disent, ben, si un tel j'arrive pas à lui vendre, je vais réussir à trouver, il y a aussi cet esprit de défi hein, et de challenge, je vais réussir à trouver une solution pour vendre à ces personnes à qui je n'ai pas encore réussi. Alors qu'en fait, fondamentalement, c'est une erreur de vouloir cibler des personnes qui sont très éloignées de leur offre. En fait, c'est quoi leur zone aveugle là? C'est qu'ils ont des produits ou des services avant-gardistes. Ils ne se rendent pas compte à quel point c'est avant-gardiste et donc ça ne peut intéresser que un marché de niche. Et on pourrait dire des personnes qui les ressemblent un peu. Mais pour ça, il faut avoir pris conscience de ces modes de fonctionnement, de ces spécificités. Donc voilà pourquoi j'appelle ça une zone aveugle. Mais pour les HPI, leurs produits ou services, c'est juste normal. Donc voilà. Alors, Tidiane, très souvent surchargée en termes de travail, à vouloir faire plus que ce qui lui est demandé. Bah oui, voilà, en plus. Donc, ça ne n'aide pas forcément à avoir la clarté d'esprit sur tout cela. Autre zone aveugle de l'entrepreneur HPI, ils ont un rapport que j'appelle paradoxal avec l'argent. Alors, en quoi ils ont un rapport paradoxal à l'argent? Ça, c'est un sujet que j'ai développé dans pas mal de mes articles. D'un côté, ils ont tendance à fixer leur prix bien trop bas, par empathie envers leur clientèle, parce que des fois, ils n'osent pas même pas faire payer. Hein. J'en parle pas trop, mais je sais que ça va parler à pas mal d'entre vous. En fait, leur rapport à l'argent, il est conditionné par rapport à l'image qu'ils en ont au travers peut-être de ceux qui en dépensent beaucoup. Donc, ils se disent, moi, j'ai pas envie de devenir quelqu'un qui gagne énormément d'argent, qui en dépense beaucoup, qui est bling-bling, etc., etc. Ça, c'est en déphasage complet avec leurs valeurs. En même temps, admettons aussi que c'est très difficile quand on manque d'estime de soi d'oser demander beaucoup d'argent. Donc on voit bien que là, il y a un problème. Donc évidemment, on demande peu d'argent. Mais parallèlement, eh bien, et ça je l'ai constaté chez beaucoup de mes clients, ils ont besoin d'argent. Et je dirais même parfois peut-être un peu plus que la moyenne. Et ça n'est pas du tout contradictoire pour moi. En fait, ils ont besoin d'argent parce qu'ils ont besoin de beaucoup de temps pour se ressourcer. Ils ont besoin de beaucoup de temps pour réfléchir. Ils ont besoin de beaucoup de temps pour réfléchir au coup d'après, pour innover, pour avoir d'autres cordes à leurs arcs. Et donc tout ça, ça demande justement beaucoup d'argent parce que si vous n'avez pas suffisamment d'argent, eh bien, vous ne pouvez pas prendre ce temps, tout simplement. Le temps, c'est de l'argent. Et puis, bah, vous n'avez tout ce temps que vous prenez à réfléchir, à vous ressourcer, à avoir d'autres cordes à votre arc, eh bien, c'est du temps que vous ne pouvez pas consacrer à produire, à commercialiser. Donc voilà pourquoi vous avez besoin de beaucoup d'argent ou peut-être plus d'argent que la moyenne. Donc on voit bien cette contradiction entre d'un côté besoin de plus d'argent et de l'autre on n'ose pas se faire payer assez cher. En fait, cet antagonisme, je dirais même que parfois, il vous empêche d'aller jusqu'au bout de votre projet parce que vous vous rendez bien compte qu'à un moment donné, il y a une espèce de hiatus, quoi. Alors, je vais prendre les questions en même temps. Fabienne, il y est également à l'estime de soi. Oui, comment donner de la valeur à son offre si soi-même on ne trouve pas de valeur? Ben, c'est évident. Ça, c'est voilà, c'est effectivement le point clé, Fabienne. Merci de le rappeler.
Voilà. Autre zone aveugle. Alors, ils ont tendance à se disperser. Donc, bien évidemment, j'ai utilisé le butinement de l'abeille, hein. J'ai trouvé, en plus, j'ai trouvé que cette image était vraiment superbe. Alors, en fait, je crois que d'ailleurs, ils ont tendance à auto-juger même leur façon de se disperser. Moi, de mon point de vue, et j'y reviendrai un petit peu après, certes, ils ont tendance à se disperser, mais de temps en temps, je vais pas dire que c'est un mal nécessaire, je vais dire qu'ils ont besoin de partir dans plusieurs directions pour être efficaces. Donc, il faut faire très attention à ne pas trop s'auto-juger dans cette dispersion, parce que si en plus on y rajoute une forme de jugement, d'autocritique, on risque d'aller à l'encontre d'un de ces modes de fonctionnement authentiques et naturels. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème. Donc voilà, ils ont tendance à partir dans plein de directions, ils ont 1000 idées à la minute, ils doivent absolument les partager tout de suite, parce que sinon ça leur pose problème. Ils vont l'oublier, cette idée. Ils vont avoir tendance à partir sur plusieurs projets à la fois, plusieurs cibles à la fois. Donc forcément, ils sont moins efficaces sur chacune des cibles. Ça leur donne une charge de travail plus importante. Ça leur donne le sentiment qu'ils n'ont pas une vision claire. Donc, du coup, finalement, ils y vont, mais ils y vont pas. Ça les décrédibilise aussi en tant que dirigeants vis-à-vis de leur cible, etc. Voire auprès de leurs collaborateurs, quand ils ont des collaborateurs. Si jamais leurs collaborateurs sentent bien ils vont dans plusieurs directions, ils se disent, merde, mais est-ce que le patron a vraiment une vision claire de ce qu'il veut faire? Si jamais ils sont à l'état d'idée, ben, ça les empêche de passer à l'action. Voilà. Ou alors cette action elle est dispersée, moins efficace. Donc quand on cumule tout ça avec éventuellement des tendances à la procrastination, voilà. Évidemment, vous voyez tout de suite là où je veux en venir. Ben, je ne vais pas me lancer dans les trucs qui sont difficiles, comme par exemple la prospection. Voilà. Tidiane confirme le rapport à l'argent en voulant parfois travailler parfois presque gratuit. Ouais. Ma question est comment cibler ses clients avant-gardistes? Eh ben, je crois que la réponse clé déjà, c'est de prendre conscience de soi. Je suis certain et convaincu, parce que pour en avoir accompagné des centaines, que à partir du moment où les HPI ont conscience d'eux-mêmes et ils comprennent bien qu'ils ne peuvent pas s'adresser à des gens qui sont trop éloignés d'eux-mêmes. Et ça, ils savent le faire, mais ça commence par ce travail d'introspection. Et je vais y revenir tout à l'heure. Alors, un petit mot aussi sur le cas des entrepreneurs établis. C'est pour ça que j'ai mis cette espèce de grande salle de conseil d'administration. J'accompagne aussi hein, des entrepreneurs qui sont établis. Bien sûr, il y a la dispersion vis-à-vis de leurs collaborateurs qui peut être problématique. Il y a le haut niveau d'exigence aussi. Quand ils sont un trop haut niveau d'exigence, même quand ils ont des collaborateurs qu'ils ont choisis, qui se sont adaptés, qu'ils apprécient le haut niveau d'exigence, eh ben, ils peuvent les épuiser. Ils peuvent vraiment finir par voire les emmener au burn-out, hein. Donc, attention. Les entrepreneurs aussi, managers, peuvent être établis, peuvent facilement s'ennuyer et devenir moins performants. Je dirais même que, ils sont excellents dans les phases de création et de développement, mais dès qu'ils arrivent dans une phase de gestion, alors là, l'ennui arrive, quoi. Et donc, le problème en même temps, c'est qu'ils ont un nouveau projet, mais ils ont du mal à faire le deuil du précédent projet. Par exemple, par empathie avec leurs collaborateurs. Ils vont avoir du mal à dire, OK, je vais vendre cette entreprise-là pour en créer une autre, parce qu'ils ont tellement créé de liens, de sensibilité avec leurs collaborateurs que c'est vraiment compliqué. Parmi mes clients, hein, j'ai un entrepreneur dont le codir lui renvoyait l'image d'un dirigeant qui avait du mal à déléguer. Alors même que lui, il avait l'impression contraire. Et en fait, le problème, c'est que, alors, il pensait inciter ses directeurs à prendre des responsabilités, mais il trouvait qu'ils ne prenaient pas assez d'initiative. En fait, ces N-1 étaient tellement impressionnés par ses capacités à faire et par son haut niveau d'exigence qu'en fait, ils étaient pétrifiés à l'idée de prendre des initiatives. Mais ça, ils ne s'en rendaient pas compte. J'ai eu aussi un autre exemple d'une dirigeante il y a 2, 3 ans qui pensait que ses collaborateurs avaient absolument besoin d'elle, de son soutien pour traverser une phase qui était quand même une phase délicate, hein, franchement. Aujourd'hui, son entreprise est très florissante. Elle m'a encore renvoyé un message récemment et ça marche d'enfer. Et elle me partage sans arrêt sa joie. Mais à cette époque-là, je peux vous dire que le dépôt de bilan n'était pas loin. Et en fait, le problème, c'est que
en leur donnant le sentiment qu'il fallait absolument qu'elle les aide, eh ben, elle étouffait leurs initiatives. Et en réalité, c'est à partir du moment où elle a compris ça, où elle a arrêté d'étouffer leurs initiatives, que ses collaborateurs, ses 10 collaborateurs, ont apporté une puissance formidable à son entreprise et du coup l'ont aidé à sortir de l'ornière. Paradoxalement, c'est quand elle a arrêté, elle a freiné son engagement dans l'entreprise que l'entreprise a commencé à aller mieux. Donc quand même, on voit bien à quel point on peut avoir des zones aveugles. Alors, c'est quoi les clés pour redevenir ou devenir un entrepreneur HPI à succès? On y arrive. En même temps, je regarde ma montre, ouais, il me reste 10 minutes, hein. Il va falloir faire rapide. Alors, j'en ai parlé. Un, travailler sur votre estime de vous. En même temps, je vérifie que n'avez pas des commentaires ou des questions. Alors, le problème de travailler sur son estime de soi, c'est que bien souvent, on se dit, OK, je vais regarder les webinaires, lire les bouquins. Et moi, je peux vous dire que j'en ai lu des bouquins et fait des webinaires sur l'estime de moi, sur l'estime de soi. En fait, les méthodes classiques avec les HPI ne fonctionnent pas très bien. J'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais je crois qu'on est différent en tellement de choses que bah, là aussi, les méthodes classiques rentrent pas. Ça marche pas bien. Notamment parce qu'on a besoin de comprendre. Et en fait, on a besoin de trouver du sens à beaucoup de choses. Et donc, le travail sur l'estime de soi va passer aussi par un travail sur le sens. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Donc, du coup, bah oui, moi, j'ai inventé un peu des méthodes, on pourrait dire, spécifiques, que je me suis d'abord appliqué à moi-même. Et puis, du coup, je me suis rendu compte que ça marchait très bien pour tout le monde. Voilà, donc du coup, attention à vouloir tout faire par soi-même là-dessus. Moi, j'ai perdu beaucoup de temps hein, à pas être accompagné par quelqu'un qui était expert de HPI. Deuxième chose, fixez-vous des ambitions atteignables. On ne se rend pas compte qu'on a un niveau d'exigence très élevé et que c'est ça qui nous freine bien souvent parce qu'on se dit, oulala, mais en fait, on constate qu'on n'atteint pas ses objectifs ou on est insuffisamment satisfait. Ça, je pense que ça doit parler à beaucoup d'entre vous, hein, le sentiment d'insatisfaction permanente. Et voilà. Guénola, côtoyer davantage de personnes avec un mode de fonctionnement pas trop éloigné du nôtre paraîtrait donc indispensable pour récupérer de l'estime de nous. Pas tout à fait. Vous avez raison et je dis attention. Oui, d'une certaine façon, le fait d'être en relation avec des gens qui soit vous ressemblent, soit vous acceptent comme vous êtes. Donc, vous voyez qu'il y a une subtilité, Guénola. Si vous êtes entouré de personnes qui vous acceptent comme vous êtes, même s'ils sont loin d'être HPI, eh bien, je dirais que c'est quelque chose de positif pour vous. Et en même temps, le travail sur l'estime de soi ne passe pas que par l'entourage, hein. Pour moi, il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire par vous-même, et je dirais de façon complètement individuelle et solitaire. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. N'hésitez pas, Guénola, à compléter. Donc, fixez-vous des ambitions atteignables et aussi apprenez à célébrer vos petites victoires. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est des entraînements de tous les jours, ça, de se fixer des ambitions atteignables et de se célébrer les victoires de tous les jours. Un petit peu comme la souplesse du corps quand arrive l'âge et qu'on commence à être un peu rouillé. Donc, je vais en reparler de ça, mais c'est aussi la souplesse cognitive, hein, d'une certaine façon. Et ça, on a une certaine souplesse cognitive. Donc, utilisez-la pour ça. Dans la vente, eh bien, j'ai envie de dire renverser le paradigme. Au lieu de chercher à faire de la prospection à froid, affichez-vous, affichez qui vous êtes et pour qui vous êtes destiné et vous allez faire venir à vous les gens qui vous sont destinés. C'est en fait exactement ce que je fais quand je parle de mes articles sur LinkedIn. Je ne fais venir que des gens qui s'intéressent à moi. Et d'ailleurs, je m'en suis rendu compte par hasard et à un moment donné, j'ai dit, OK, ben maintenant, il faut que je fasse ça de façon beaucoup plus systématique, tout simplement. Prenez conscience de votre avant-gardisme. Et là, ça revient aussi à prendre conscience plus globalement de vos modes de fonctionnement. Je vais en reparler un petit peu après. En fait, oui, je dirais même que euh, prenez conscience de votre avant-gardisme et apprenez à ne pas plaire à tout le monde. Ça, c'est pas forcément simple, hein. Apprendre à ne pas plaire à tout le monde, c'est un vrai problème. Encore une fois, je dirais, on touche presque à la psychologie liée au fait que très tôt, on s'est rendu compte on était incompris, on était dans le rejet des autres. Or, pour nous, c'est important, le fait d'être accepté, d'être intégré.
Formez-vous à la vente HPI. Alors, qu'est-ce que j'appelle la vente HPI? Eh bien, je dirais que vous pouvez vous former à la vente parce qu'en général, on n'est pas des très très bons vendeurs, sauf quelques-uns qui naturellement sont de bons vendeurs. Mais quand même, moi, je me suis rendu compte qu'on n'était pas de bons vendeurs naturels. Mais le problème, c'est que moi, j'ai suivi des formations à la vente, des tas de formations à la vente qui n'étaient pas vraiment faites pour moi. Et du coup, j'essayais d'appliquer bêtement, enfin bêtement, plutôt de façon très très scolaire, mais ça fonctionnait pas bien. Et la vente HPI, je dirais que c'est une technique de vente qui a été inventée par un HPI pour des HPI. Alors moi, je ne propose pas de formation là-dessus, mais vraiment, je vous invite à peut-être à aller vers ce genre de formation. Annie, moi je constate que mes enfants sont attirés par des enfants semblables en termes d'éducation, bien sûr. Et quand nous rencontrons les parents, nous nous rendons compte que nous sommes tous HPI. Bah oui, effectivement, c'est une bonne tactique, Annie, vous avez tout à fait raison. On les attire car tout simplement nous les trouvons plus intéressants, bien sûr. Et en même temps, je dis attention à ne pas tomber dans une forme d'entre-soi. Parce que le jour où vous avez besoin de vous orienter vers des personnes qui ne sont pas HPI, ça va être important pour vous d'avoir gardé ce pied vers le monde entre guillemets extérieur. Et là, je tombe en disant ça dans une forme de stigmatisation, dans une forme un peu de mise dans une case, alors que bien évidemment, on est d'accord qu'on n'aime pas ça et que c'est pas forcément bien. Mais vous avez quand même raison, Annie, tout à fait. Donc c'est un juste milieu, je crois, à trouver dans cette question-là. Je dis sortez du déni, prenez conscience de vos modes de fonctionnement spécifiques. Par exemple, prenez conscience de votre haut niveau d'exigence. Prenez conscience de votre rapport à l'argent. Prenez conscience de votre vitesse. Et sur le rapport à l'argent, prenez conscience juste du fait que c'est pas un amour inconsidéré de l'argent. C'est juste ça hein, que je voulais dire. Euh, Concernant la dispersion ou la tendance à la dispersion, je dis apprenez à contrôler votre cerveau. Alors là, pour le coup, je suis en train de préparer une formation sur ce sujet. J'en ai déjà parlé dans mes précédents webinaires. Elle n'est pas encore prête. En fait, je vais très certainement la mettre au point en collaboration avec une autre coach experte en HPI et qui plus est spécialiste en neurosciences, enfin un docteur en neurosciences. Donc là, on aura vraiment un produit qui sera très, très adapté pour vous là-dessus. Qu'est-ce que je voulais dire toujours sur cette question du travail neurocognitif? Voilà, effectivement, il y a des choses qu'on peut faire basées sur les neurosciences, sur comment apprendre à contrôler, mieux contrôler son attention, comment canaliser son attention sur ses objectifs prioritaires, tout en s'autorisant des moments de rêverie. Donc c'est toujours aussi, j'allais dire, non pas un juste milieu, mais une combinaison d'antagonismes. Ça, pour moi, c'est un message qui est assez important à faire passer auprès des HPI, la combinaison des antagonismes. Quand je dis sachez concentrer votre attention sur un projet, mais en même temps, admettez que votre projet peut être multiple et qu'il ne rentre pas forcément dans une case classique et qu'il n'est pas forcément descriptible juste par quatre mots, comme on vous le dit de temps en temps. Si vous n'êtes pas capable de décrire votre projet en quatre mots, ben c'est foutu. Ben, peut-être que le vôtre, c'est un peu plus que quatre mots ou qu'il faut inventer des mots. Alors, Fabienne qui dit moi si, je ne sais pas à quoi tu faisais allusion, tu répondais Fabienne, ça m'intéresse peut-être de savoir. Guénola, avez-vous des noms ou des liens pour voir ces formations pour HPI? Non, malheureusement, ça ne me vient pas comme ça. Bien sûr que je vous renverrai les références quand je les aurai. Florian, quid du contrôle du cerveau quand le HPI est accompagné par d'un TDAH? C'est un sujet que je connais moins bien, le TDA, mais me semble-t-il, il y a des points communs dans l'apprentissage et la compréhension du cerveau par rapport au TDA et par rapport au HPI. Alors, je parle avec beaucoup de prudence parce que je ne suis pas un spécialiste de TDA, mais de mon point de vue, le HPI, quand il comprend les choses, eh bien, il reprend le contrôle sur justement son cerveau qui part un peu dans toutes les directions. C'est ce que j'ai constaté dans 100% des cas avec mes clients. Ils ont besoin de comprendre et quand ils comprennent, quand ils ont l'information de compréhension, à ce moment-là, ils reprennent le contrôle. Donc, je suppose que ça doit être vrai aussi un peu pour le TDA.
Apprenez à faire le deuil de certains projets. Je disais tout à l'heure que certains ont du mal à faire le deuil. Ben, apprendre à faire le deuil, ça s'apprend, hein. C'est pas forcément quelque chose de facile. Et d'ailleurs, ça fait le lien avec le sujet suivant. Travailler votre gestion des émotions. Les émotions n'est pas un sujet qui vient spontanément chez les HPI au départ, mais en réalité, je me rends compte que très très souvent, quand je leur parle des émotions, ils me disent, ah bah oui, oui, effectivement, c'est vrai que les émotions, c'est un peu un problème pour moi, et en particulier une émotion qui est vraiment problématique, c'est la colère. Et pourquoi je vous parle de la colère? Parce que la colère, c'est l'émotion de la frustration. Or, la frustration, c'est ce que ressent un HPI 99% de son temps et de sa vie. Donc, et or, le problème, c'est que la colère, c'est une émotion qui s'exprime pas, qui est difficile à exprimer, qui est difficile à gérer. Donc, vraiment, particulièrement sur ce sujet-là, c'est pas évident. Et là aussi, eh bien, les techniques classiques de gestion des émotions, type la respiration, type la méditation pleine conscience, etc., je dirais que c'est pas des mauvaises techniques, c'est des techniques qui peuvent être utiles mais qui globalement ne sont loin d'être suffisantes pour les HPI. Et donc là, moi aussi, j'ai inventé des choses qui sont un peu spécifiques aux HPI. Et je m'en suis rendu compte, je me les suis appliquées à moi-même, parce que je me suis même formé à la gestion des émotions quand j'ai été certifié en psychologie positive au travail. Dieu sait si j'ai enfin, travaillé ce sujet-là à de nombreuses reprises, mais il m'a fallu à un moment donné construire mes propres clés, mes propres solutions. Marc, le seul moment où je parviens à déconnecter le cerveau, c'est dans un sauna hammam. Ben voilà, génial, Marc. Enfin, chacun trouve sa technique, chacun trouve sa tactique, je pourrais dire. Monique, je verrai la fin en replay, je dois me sauver. Salut Monique, merci beaucoup. Monique est une collègue, coach en HPI aussi, avec qui je commence un travail, enfin des travaux, et on sera amené à vous proposer d'ailleurs prochainement un webinaire en commun sur un thème un petit peu original. Donc soyez attentifs à mon actualité. Je surveille l'heure parce que j'ai un peu dépassé. J'avais quelques messages personnels. Oui, voilà, faites-vous aider d'abord, bien évidemment. Encore une fois, si j'ai un message clé à vous faire passer, c'est que pour beaucoup de ces actions, c'est difficile de le faire par soi-même parce que, ou alors ce serait un travail un peu schizophrénique. Le cerveau qui apprend à contrôler son cerveau, à un moment donné, on a besoin d'un tiers pour se faire aider. On a besoin d'un tiers aussi pour avoir le bon regard sur soi. On a besoin d'un tiers pour se faire expliquer ces modes de fonctionnement nouveaux que certes on avait bien capté de ci, de là, mais qu'on avait tendance un peu à rejeter, à mettre de côté, à faire un déni dessus. Et puis enfin, faites-vous aider parce que, et surtout par quelqu'un qui est spécialisé dans le HPI, qui a vécu le HPI comme vous. Donc voilà pourquoi je parle de ça, parce que moi j'ai perdu des années, je me suis fait coacher, accompagné par des tas de personnes, mais qui n'étaient pas adaptées complètement à moi. Alors, quelques messages personnels. Claire, je ne sais pas si elle est là. Et si vous aviez besoin de quelqu'un qui vous pousse à sortir du bois, à sortir de votre zone de confort, et si vous aviez effectivement quelque chose à vendre à vos anciens amis et collègues, puisque vous avez tendance à réfuter ça, je vais quand même pas aller vendre des choses à mes amis et collègues, eh bien, par lesquels commenceriez-vous? Ce serait qui, à qui vous vendriez et qu'est-ce que vous leur vendriez? Delphine, et si la clé de votre automotivation reposait sur un travail sur votre estime de vous, quand est-ce que vous commenceriez ce travail? Gisèle, j'ai vu que vous étiez là. Et si la clé pour convaincre était de vous adresser aux bons interlocuteurs plutôt que de choisir les bons messages? Marie-Hélène, je ne sais pas si elle est là, je ne sais plus si je l'ai vue. Et si vous étiez une championne de l'exploration et du lancement de projets, comment cela vous inspirerait pour faire évoluer votre business et comment ça nourrirait vos besoins profonds? Alexia, j'ai vu que vous étiez là. Et si vous définissiez vos tarifs non pas en fonction du niveau de facilité à réaliser la prestation, mais plutôt en fonction de la valeur ajoutée que vous apportez à vos clients et qu'ils vous confirment, comment ça vous aiderait à faire évoluer vos tarifs? Et qu'est-ce que ça vous permettrait de lancer comme nouveau projet? Puisque c'était justement votre question. Séverine, et si vous prenez conscience que vos modes de fonctionnement ne sont pas des défauts à traiter, mais des piliers importants de votre vie à respecter, comment ça vous aiderait à identifier votre cible privilégiée? Guénola, qui a posé un certain nombre de questions. Et si je vous disais que vos émotions sont une force et pas un handicap, comment ça changerait votre attitude face à vos prospects?
Je me dépêche, hein, j'ai presque fini. Tidiane, qui est là aussi. Et si vous vous adressiez d'abord à des clients prêts à payer le juste prix pour vos prestations, ce serait qui et ce serait combien? Aurore, et si vous acceptiez demain de ne pas plaire à tout le monde, qu'est-ce que ça vous permettrait de franchir comme obstacle? Christophe, vous vous êtes interrogé de ce que signifie concrètement une relation de confiance pour vos clients et à quel niveau mettent-ils la barre dans ce domaine de besoin de confiance? Est-ce au même niveau que vous? Sabrina, le fait d'attendre le dernier moment vous permet-il réellement d'atteindre le Graal? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous pourriez faire de tout le temps gagné à chercher le Graal? Annie, qui est là ce soir, et si vous acceptiez l'idée de vous adresser à tout le monde, ce serait à qui en particulier? Non, si vous acceptiez l'idée de ne pas vous adresser à tout le monde, ce serait à qui en particulier? Et qu'est-ce que vous avez de spécial à leur apporter? Françoise, enfin, quels seraient les impacts pour vous de ne pas découvrir qui vous êtes vraiment et comment rayonner de votre pleine puissance? Ou le risque de le découvrir seulement dans 5 ans. Voilà, voilà. J'en ai fini. Est-ce qu'il y avait des questions auxquelles je n'ai pas répondu? Bah écoutez, voilà. Je vais donc arrêter le partage, comme ça vous allez me voir un peu plus en grand. Merci pour votre présence, d'avoir été un petit peu patient. Encore une fois, je vais vous renvoyer dès ce soir le lien vers le replay. Est-ce que vous avez accès vers le lien vers mon agenda? Est-ce que celles et ceux qui sont encore là peuvent me confirmer qu'ils ont bien reçu le lien vers l'agenda? Euh, Alors, merci, merci, Emmanuel. Une façon de déployer sa visibilité, faire des webinaires avec le plaisir de partager. Ben oui, Emmanuel, bien sûr. Et puis, moi, je suis tout à fait ouvert, pourquoi pas demain, à animer des webinaires avec d'autres personnes. Christophe, les HPI ont-ils tendance à se mettre en mouvement dans l'urgence? Oui, clairement. Mais en même temps, ça peut être un peu leur mode de fonctionnement. Ben, merci beaucoup. J'ai dépassé un peu l'horaire, donc je vous souhaite une très bonne soirée et je vous préviens des prochaines dates. Donc, de mémoire, 18 juin. Alors, j'ai plus le thème en tête, mais je vous le mettrai dans le mail. Et enfin, notez bien la date du mardi 16 juillet, puisque je co-animerai avec Monique Salaz, qui est une autre coach experte en HPI. Et le thème, en gros, ce sera quelque chose du style: posez-nous toutes vos questions sur le HPI. Et là, donc, il y aura vraiment grande ouverture, on aura encore plus d'interactivité. Voilà. Bonsoir à tous et merci de votre présence et de votre disponibilité. Au revoir.